si le Sénégal n'est pas connecté, on va donner la parole au professeur Xavier Gamet de Toulouse. Bonjour Xavier. Bonjour Mostafa. Alors, Oui, bonjour professeur Xavier Mostafa. Gamet Oui, est le vous secrétaire m'entendez? de l'Association française d'urologie. Oui, 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 Xavier. Parfait, super. Bonjour Mostafa, bonjour à tous, chers amis. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour cette deuxième journée d'incontinence marocaine. Et je me souviens qu'il y a un an, j'étais à vos côtés à Casablanca et ça avait été un grand moment, un moment des plus agréables, des plus conviviaux et des plus riches en termes d'échanges et d'enseignement. Et c'est toujours très important de pouvoir échanger et de progresser ensemble. Et on apprend tous les uns des autres et c'est toujours des très grands moments. Et on peut que remercier Mostafa pour tous les efforts qu'il a fait et qu'il fait au quotidien pour la promotion de ce type de journée et pour traiter au mieux les patientes qui ont ces problèmes d'incontinence. Alors, je vais vous parler, puisque c'était le sujet qui m'a été proposé, je vais vous parler de la physiopathologie de l'incontinence urinaire de la femme et c'est un sujet que j'avais déjà abordé en partie l'année dernière. Et Mostafa m'a demandé qu'elle parlait des nouveautés 2022. Alors malheureusement, la physiopathologie de l'incontinence urinaire de la femme n'évolue pas aussi vite qu'on aimerait, du moins sa connaissance n'évolue pas aussi vite que ce qu'on aimerait. Et c'est vrai qu'entre 2021 et 2022, il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés. Mais c'est quand même important de se rappeler régulièrement ce que c'est cette physiopathologie parce que de là, eh bien, va découler bien sûr les traitements. Et puis surtout, l'évolution principale, et on va le voir, c'est qu'en réalité, sous un même terme, et même sous un même groupe de types d'incontinence, en fait, il y a beaucoup de pathologies différentes. Et que probablement demain, on traitera tous ces patients de manière totalement différente en fonction justement de phénotypes différents. En tant que secrétaire général de l'Association française d'urologie, je tiens aussi à remercier le président de l'AMU et tout son bureau de m'inviter et puis également de souligner tous les liens forts et proches qu'on peut avoir entre nos deux associations et tous les programmes, les projets qu'on peut avoir ensemble et qu'on va continuer à développer. Alors, parlons de cette physiopathologie de l'incontinence urinaire et très rapidement, schématiquement, pour rappeler ce qui se passe lorsqu'il y a apparaît une incontinence, eh bien, ça va un peu trop vite, eh bien, quand il y a pour être continent, il faut que la pression urétrale soit toujours supérieure à la pression vésicale et lorsqu'une incontinence apparaît, ça veut dire qu'il y a une inversion des mécanismes de pression avec une pression vésicale qui devient supérieure à la pression urétrale. Et là, on voit tout de suite deux mécanismes qui se dessinent avec soit une augmentation de la pression vésicale, et on parle d'incontinence urinaire par urgenturie, soit une diminution de la pression urétrale, et ce qui va donner l'incontinence urinaire à l'effort. Et puis, bien sûr, on peut avoir les deux. Et on parlera alors d'incontinence urinaire mixte. J'en dirai deux mots à la fin. L'incontinence urinaire mixte, alors j'étais étonné dans les présentations qu'on vient de voir, puisqu'en réalité, en dehors de l'Égypte, c'était la forme la moins fréquente de l'incontinence urinaire, ce qui n'est pas ce qu'on retrouve dans les études d'épidémiologiques, en particulier en Europe. On a parlé d'études EPIC tout à l'heure, où on voit en fait une majoration de l'incontinence urinaire mixte, mais probablement que la raison en est que c'est l'âge moyen des patientes qui est de 50 ans, et que c'est vrai que l'incontinence urinaire mixte apparaît beaucoup plus tard en l'âge avançant. Et peut-être que, alors je donne un petit clin d'œil à Mostafa, mais peut-être que l'année prochaine, on pourrait faire une présentation sur l'incontinence urinaire mixte, parce qu'il y a des choses à dire et il y a probablement des traitements, il y a des traitements médicamenteux en développement actuellement, et on pourra en parler. Alors, on va poursuivre donc, les différents types d'incontinence. Donc ça, je l'ai déjà dit, donc on va vite avancer. Simplement, dans l'incontinence urinaire à l'effort, on va voir qu'il y a cette situation d'hypermobilité urétrale, donc des défaillances anatomiques du support urétral. Là, c'est encore un biais, puisqu'on parle, ou du moins
un court-circuit parce qu'en réalité, il y a le support, mais il y a également la suspension de l'urètre, on va vite le voir, et puis bon, le mécanisme sphinctérien intrinsèque à proprement parler. Alors, commençons tout de suite par l'incontinence urinaire par argenturie et l'hyperactivité vésicale. C'est quand même le dysfonctionnement du vase urinaire le plus fréquent. Je parle de l'hyperactivité vésicale et pas de l'incontinence urinaire par argenturie, puisque en France, on considère que ça ne représente que 6% des incontinences urinaires. Bien sûr, pour pouvoir parler d'incontinence urinaire par argenturie, il faut avoir une urgenturie, ce qui n'est pas toujours facile à retrouver à l'interrogatoire. Et puis, on peut avoir une pollakiurie qui est fréquemment associée, et puis parfois une nicturie, et ça a déjà été évoqué comme un trouble fréquent. Alors, ce qui est important de voir, c'est l'évolution justement de la compréhension de la physiopathologie de l'incontinence urinaire par argenturie. Pendant des années, on a considéré que c'était une origine musculaire. C'est probablement vrai en partie, mais pas seulement. De là, on est passé à une pathologie neurologique. Et puis, on en a fait une pathologie urothéliale ou sous-urothéliale depuis le début des années 2000. Ce qui est probablement vrai. Je pense que l'urothélium est vraiment en cause dans le développement de l'hyperactivité vésicale. Et puis, il y a une origine infectieuse qui tend son nez. Aujourd'hui, le microbiote ou le microbiome est mis à toutes les sauces et le microbiome urinaire n'échappe pas à la règle. Et on sait effectivement depuis les années 2014 à peu près que la vessie n'est pas un organe stérile et qu'on a tous un microbiome vésical. Alors, si on s'intéresse au côté musculaire, c'est probablement ce qui a été le plus étudié jusqu'à aujourd'hui. Et on s'aperçoit qu'il y a plusieurs éléments qui vont intervenir dans la survenue de l'hyperactivité vésicale et de l'incontinence urinaire par argenturie, avec l'apparition de zones de dénervation sporadique et d'infiltration par de l'élastine et du collagène de la paroi vésicale, et particulièrement donc de la zone du détrusor. Ce que là, à ça, on va voir apparaître une amélioration du couplage électrique, une amélioration pathologique du couplage électrique, avec une augmentation des communications intercellulaires. Et quand on regarde les connexines, on voit une modification d'expression des connexines, en particulier la 43 et la 45, l'augmentation du nombre et de l'activité des cellules interstitielles, qui joue un rôle très important dans la communication entre l'urothélium et l'innervation, mais également au sein des cellules musculaires, et puis une augmentation des connexines, je l'ai dit, les canaux calciques, et puis l'activation des canaux potassiques. Tout ça va entraîner une activité contractile spontanée du muscle vésical sous deux formes, une décharge irrégulière de contraction phasique et une fusion tétanique des contractions. C'est ce qu'on va voir lorsqu'on fera l'urodynamique avec l'hyperactivité du détrusor. Donc ça, c'était le mécanisme le plus anciennement évoqué. Maintenant, donc, il y a la partie urothéliale et sous-urothéliale qui devient de plus en plus prédominante dans le mécanisme, avec donc on voit une augmentation de l'expression de récepteurs au niveau de l'urothélium, TRPV1 par exemple, P2X3 pour le récepteur à l'ATP, le NGF également, et puis d'autres que je ne vais pas tout détailler aujourd'hui. Et on voit que non seulement il y a une augmentation des récepteurs, mais l'urothélium est capable également de produire des neuromédiateurs, qui fait que l'un dans l'autre, augmentation des récepteurs, augmentation des neuromédiateurs, et bien cela va favoriser l'hyperactivité vésicale par probablement un mécanisme afférentiel, c'est-à-dire que à partir d'une stimulation au niveau de l'intérieur de la vessie, la variation de température, du pH ou de l'étirement mécanique de la vessie, et bien avec cette augmentation de neuromédiateurs, augmentation de récepteurs, il va y avoir une information qui va monter jusqu'au système nerveux, et de là, ça va redescendre, entraînant l'incontinence urinaire par argenturie. L'origine neurologique qui a été là encore évoquée il y a plusieurs années, pour laquelle on a de plus en plus d'arguments quand même, avec notamment l'imagerie fonctionnelle, et vous avez en haut les modifications de l'innervation de l'activité cérébrale en fonction d'un patient, ou d'une patiente plutôt, qui n'a pas d'hyperactivité vésicale, qui n'a pas d'incontinence urinaire par argenturie, versus un patient qui a une hyperactivité vésicale. On voit surtout en fait une diminution, parce que tout ce qui est en bleu, en fait, c'est une diminution de l'activité cérébrale. À l'inverse du rouge, on a une augmentation de l'activité cérébrale. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, il y a une perte
de l'activité, ce qui voudrait dire qu'en réalité, on va avoir une perte de l'inhibition, puisqu'on sait qu'on a une inhibition permanente par l'encéphale au niveau du centre pontique de la miction. Et donc, de là, on a une perte d'inhibition, ce qui favorise à ce moment-là l'urgenturie et l'incontinence urinaire par urgenturie. Avec bien sûr les neuromédiateurs associés qui vont bien sûr se moduler en fonction de ce qu'on vient de décrire, avec par exemple le glutamate qui est un excitateur qui va augmenter, donc qui va favoriser la stimulation du centre pontique de la miction, et à l'inverse le GABA qui lui va diminuer, et donc on va avoir une diminution de l'inhibition. Donc l'origine neurologique, elle est très claire. Après, vous allez me dire, est-ce que c'est la poule ou l'œuf, puisque peut-être que c'est tout simplement une adaptation aussi du fonctionnement cérébral par rapport au problème urothélial que j'ai décrit auparavant. En réalité, ce n'est pas si clair que ça, et probablement qu'il y a les deux mécanismes, mais on sait très bien que les patients, par exemple, stressés vont avoir plus facilement une incontinence urinaire par urgenturie, donc il y a probablement quand même une origine cérébrale ou neurologique sous-jacente. Alors, le microbiome, on balbutie quand même encore aujourd'hui dans l'hyperactivité médicale de l'incontinence urinaire par urgenturie, même si des études récentes ont montré qu'en fonction du microbiome, eh bien, on avait une réponse qui était différente à certains traitements. Ça a été bien montré, par exemple, avec la solifénacine, où en fonction du microbiome, eh bien, les patients vont avoir une amélioration ou non de leur incontinence urinaire par urgenturie. Donc là, on voit très bien que dans certains cas, lorsqu'il y a des modifications au niveau du microbiome, eh bien, on va avoir ou pas apparaître une incontinence urinaire par urgenturie. Alors, on n'en est pas encore à traiter l'incontinence urinaire par urgenturie par les antibiotiques, et je pense que ce n'est certainement pas ce vers quoi on va tendre. Mais par contre, on peut tout à fait imaginer mettre des probiotiques ou équivalents en intravésical pour traiter l'incontinence. C'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait imaginer dans les années qui viennent. Donc, au total, sur l'incontinence urinaire par urgenturie, eh bien, on a plusieurs phénotypes probables en fonction de l'origine, plutôt urothélial, plutôt neurologique, plutôt musculaire, etc. Et à partir de là, il faudra probablement proposer demain des traitements différents, avec les traitements médicamenteux qui vont avoir une action plutôt lorsqu'il y a des problèmes d'origine urothéliale, voire musculaire, et pour le neurologique, par exemple, plus d'efficacité ou de traitement par des stimulations électriques, que ce soit la stimulation du nerf tibial ou la neuromodulation sacrée. Donc, on voit que dans l'incontinence urinaire par urgenturie, demain, il va falloir essayer de mieux préciser la physiopathologie, le mécanisme en cause chez la patiente qu'on a face à nous, et à partir de là, on proposera le traitement qui nous paraît le plus adapté dans cette situation. Voilà pour l'incontinence urinaire par urgenturie. Maintenant, on va passer à l'incontinence urinaire à l'effort. Alors là, on pourrait dire très facilement, ce n'est pas compliqué, c'est parce que la pression augmente dans l'abdomen, que derrière, il y a des résistances qui sont diminuées parce que pour raison X ou Y, et ça va entraîner des fuites. C'est en partie vrai, en partie faux, et on va le voir, et on va mieux préciser quels sont les mécanismes en cause dans cette diminution des résistances urétrales. Alors, vous avez ici tout un tas de possibilités qui ont été évoquées avec, vous voyez, un nombre de publications assez considérable. Il y a eu beaucoup plus d'études d'ailleurs dans l'incontinence urinaire à l'effort, où vous pourrez comprendre la physiopathologie de l'incontinence urinaire à l'effort par rapport à l'incontinence urinaire par urgenturie, avec donc des forces de clôture permanentes, des forces de clôture supplémentaires. Et c'est ce qu'on va voir, c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes passifs et des mécanismes actifs. La déformabilité, ça, c'est primordial, et malheureusement, aujourd'hui, on ne sait pas encore bien la mesurer, et donc c'est ce qu'on appelle la compliance. Et puis, il y a des mécanismes d'étanchéité qu'on pourra évoquer rapidement. Alors, simplement, d'un point de vue purement anatomique, je vous parlais tout à l'heure des mécanismes de suspension de l'urètre, et il est tout à fait clair que le ligament pubo-urétral est un ligament très important dans le mécanisme de l'incontinence, en maintenant l'urètre en bonne position et dans la sphère de pression, même si la sphère de pression aujourd'hui elle est un peu discutée, mais elle reste quand même vraie en partie, eh bien, il faut absolument que cette suspension de l'urètre soit maintenue. Et donc, lorsqu'il y a une lésion des ligaments suspenseurs de l'urètre, eh bien, au ligament pubo-urétro, eh bien, à ce moment-là, on va avoir une hypermobilité, et donc il faut avoir plus facilement une incontinence urinaire à l'effort. Tout le monde connaît la théorie de Delancey avec ce hamac
au niveau sous-urétral qui est là pour soutenir l'urètre. Donc, c'est quelque chose qui est maintenant bien connu, qui est ancien, puisque ça a 30 ans, hein, la théorie, ou quasiment la théorie de Delancey, mais elle reste tout à fait d'actualité aujourd'hui, qui est une théorie purement anatomique. Hein. Delancey est un Américain anatomiste, et c'est vraiment sur des constatations anatomiques qu'il a développé cette théorie. Alors, pour expliquer très simplement aux étudiants ou aux patientes ce qu'est la théorie de Delancey, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de prendre un tuyau d'arrosage qu'on va mettre dans du sable. On ouvre le robinet. Si on appuie dessus alors qu'il est dans le sable, eh bien, il n'y a pas de support, il n'y a pas de résistance. Et à ce moment-là, eh bien, ça va continuer à couler. Si on met une planche de bois en dessous ou si on le fait sur du goudron, où là, c'est beaucoup plus résistant, eh bien, effectivement, en appuyant dessus, ça va couper le flux de l'eau. C'est exactement ce qui se passe avec cette théorie du hamac et de Delancey. Alors, l'hypermobilité du l'urètre, oui, ça c'est très clair, on l'a montré, on la voit, etc. Mais si on s'intéresse à tout un groupe de femmes et on regarde si elles ont une hypermobilité urétrale, on se rend compte que c'est très fréquent, y compris chez les femmes non incontinentes. C'est tout le problème, c'est-à-dire qu'en fait, l'hypermobilité urétrale par elle-même ne peut pas expliquer le fait d'avoir une incontinence, puisque un certain nombre de femmes vont avoir une hypermobilité et ne seront pas incontinentes. Ce qui veut dire que c'est trop simpliste en fait, de limiter ce mécanisme à cette hypermobilité, et il y a donc d'autres causes sous-jacentes qu'on va essayer de découvrir ensemble. Alors, bien sûr, l'insuffisance sphinctérienne, le sphincter qui normalement est là pour occlure l'urètre, hein, on imagine ce sphincter comme un verrou, vraiment un anneau qui viendrait occlure l'urètre. Alors d'abord, ce n'est pas un anneau chez la femme, puisqu'on sait que le sphincter chez la femme a une forme en oméga et n'est pas du tout circulaire comme chez l'homme. Ça, c'est le premier point. Et donc, il aurait plus un rôle de pincement en réalité de l'urètre. Alors, oui, il est clair que le sphincter joue un rôle et il y a un rôle passif, et c'est ce qu'on va appeler le tonus urétral, et c'est ce tonus qui va lui permettre donc de freiner l'écoulement, qui va augmenter les résistances au repos et de manière totalement passive, donc dès le début de remplissage de la vessie. Il est sous de multiples facteurs, évidemment les facteurs trophiques, la muqueuse, la musculaire lisse, la musculature striée, et également sa vascularisation. Et n'oublions pas, et j'ai oublié de le marquer sur cette diapositive, c'est l'innervation. C'est-à-dire qu'un tonus, il faut quand même un système nerveux qui va maintenir ce tonus. Si il y a une désaférentation, si on coupe les nerfs qui vont vers l'urètre, eh bien, on va avoir un relâchement complet et on va avoir une atrophie musculaire, tout simplement parce qu'il n'y a plus de stimulation, il n'y a plus de tonus permanent qui est d'origine neurologique, centrale en tout cas. Voilà, alors simplement pour dire que dans l'incontinence urinaire à les formes de la femme, il y a clairement un continuum entre l'hypermobilité urétrale et l'insuffisance sphinctérienne. Et il peut y avoir des femmes qui ont une hypermobilité urétrale, mais qui n'auront pas d'insuffisance sphinctérienne et de ce fait-là ne seront pas incontinentes. Et à l'inverse, il y a des femmes qui auront une insuffisance sphinctérienne, mais pas d'hypermobilité urétrale, et qui là également ne seront pas incontinentes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut presque les deux pour qu'il y ait une incontinence urinaire à l'effort. Simplement, il va falloir ensuite déterminer cliniquement quelle est la part prédominante entre les deux, et c'est ce qui va conditionner ensuite le traitement qu'on proposera à la patiente. Alors, je parlais des mécanismes passifs, puisque jusque-là, on est dans le passif. Le tonus, l'hypermobilité, on n'agit pas directement dessus. Parallèlement à ça, il y a également des éléments actifs qui correspondent en fait à une augmentation des résistances à l'effort. Alors, il y a des mécanismes actifs au moment de l'effort, hein, effort de tout, il y a une contraction du sphincter et augmentation de la pression urétrale et donc des résistances. Ça, pas de problème. Et puis, il y a également des éléments passifs, soit par transmission de pression. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'était la théorie des learning, on va y revenir. Et, également, il existe une augmentation progressive du tonus, d'où l'importance de l'innervation du rôle neurologique,
puisqu'on a le guarding réflexe et on sait que la pression, la résistance urétrale augmente avec le remplissage, même en dehors de tout effort. Alors, un mécanisme passif, on l'a dit, un mécanisme passif, on vient de l'évoquer, avec notamment la transmission des pressions, et ça, c'est donc la théorie d'Enhorning avec la théorie de l'enveloppe de pression, qui a pris du plomb dans l'aile, mais en réalité, vous allez voir qu'elle est tout à fait toujours d'actualité. Simplement, aujourd'hui, il faut l'associer avec le reste des mécanismes. Et puis, la partie active que j'ai déjà évoquée, qui est probablement un phénomène beaucoup plus complexe qu'on imagine, mais aujourd'hui, on ne la connaît pas très bien. Alors, bien sûr, on connaît les différents réflexes de Barrington. Il y a même 2 réflexes en fait, de Barrington qui interviennent dans ce mécanisme-là. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore tout à fait bien identifié et on ne sait surtout pas comment agir sur ces réflexes parce qu'on avait proposé des traitements, en particulier avec la duloxétine, mais en fait, la duloxétine, elle n'a pas un rôle sur ces réflexes-là, elle a surtout un rôle sur le tonus sphinctérien, donc sur le mécanisme passif. Donc, l'occlusion urétrale à l'effort, donc c'est un complexe de multiples phénomènes, on l'a dit. Donc, le passif avec les précontractions musculaires, la modulation du réflexe, et puis donc un rôle musculaire et également un rôle non musculaire. Tout ça, je l'ai déjà dit, donc on peut avancer rapidement. Simplement pour arriver aujourd'hui à ce qu'on appelle la théorie intégrale de Petros et Umstein, qui est vraiment la théorie qui en fait reprend tout ce que je viens de vous dire. Alors, on a pendant des années pensé à la théorie de l'enceinte manométrique, ce qui faisait qu'on faisait la manœuvre de Bonnet, ce qui faisait qu'on faisait des traitements au niveau du col vésical, parce que tout était considéré comme étant au niveau du col vésical. Eh bien, ça, c'est plus d'actualité, on l'oublie. Mais par contre, il y a quand même ce mécanisme de pression et d'enveloppe qui continue à exister. Simplement, les choses se passent plus bas au niveau du méurètre. Et avec donc ce rôle de suspension des ligaments, ce rôle du hamac, et puis ce rôle de contraction sphinctérienne, périnéale et réflexe. Et c'est ce que tout ça, en fait, c'est tout ça qui a été intégré dans la théorie de Petros et Umstein. En fait, Petros et Umstein ont fait que faire la synthèse de tout ce qu'on savait jusqu'à maintenant pour nous proposer une meilleure compréhension de la physiopathologie et derrière une thérapie adaptée aux mécanismes sous-jacents. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était important également de la trophicité des tissus et également ce qui a été appelé la maniabilité des tissus. En réalité, ce qui est un élément important, c'est la compliance urétrale. Parce que c'est bien beau de parler de support urétral, mais si vous avez un urètre qui est rigide comme un tuyau de poêle, comme le tuyau d'égout ou d'évacuation des eaux qu'on peut voir à droite, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez faire tous les efforts, vous pouvez avoir tout le soutènement que vous voulez en dessous, eh bien, l'urètre ne sera pas capable de se fermer et donc il ne pourra pas y avoir d'inhibition de la fuite d'urine au moment de l'effort. C'est typiquement ce qu'on voit chez quelqu'un qui est irradié. Et vous prenez une femme qui a eu un cancer du col de l'utérus, par exemple, qui a eu une irradiation, qui a eu une irradiation externe, une irradiation par curithérapie. Eh bien, cette femme, elle va développer dans le temps un urètre rigide et de ce fait-là, elle va perdre de la compliance et elle aura une incontinence urinaire sévère à l'effort et en général pour des efforts très minimes, juste en passant de la position assise en orthostatisme et ce qui va poser des soucis. Bien, là encore, si vous mesurez les pressions urétrales, en plus, vous allez avoir des pressions très élevées parce qu'en fait, vous allez mesurer la résistance de cette urètre qui est incapable de se distendre. Donc là, vraiment, le diagnostic du trouble de la compliance aujourd'hui, il est purement clinique en réalité sur l'histoire de la patiente et sur l'examen clinique où vous verrez que la manœuvre de soutènement à mi-urètre, bien sûr, sera négative et il faudra envisager un tout autre type de traitement que la mise en place d'une bandelette, par exemple. Je suis bientôt terminé. Juste pour vous dire 2 mots sur l'incontinence urinaire mixte, je vous dis que c'est vraiment un sujet qu'il va falloir. Et aujourd'hui, il y a de la recherche dans ce domaine-là. Et je voudrais juste parler de l'abéance du col, puisque l'un des mécanismes de l'incontinence urinaire mixte, c'est en réalité une insuffisance sphinctérienne, où là, le fameux sphincter en oméga, qui est un manchon sur la première partie de l'urètre, eh bien, va être déficient, ce qui fait qu'il y a, dès qu'il y a un peu d'urine dans la vessie, l'urine va s'écouler à ce niveau-là, et là encore par un mécanisme réflexe,
cela va déclencher un besoin d'uriner et une contraction, éventuellement une contraction vésicale. Et c'est pour ça qu'il y aura l'incontinence urinaire à l'effort par l'insuffisance sphinctérienne et également l'incontinence urinaire par urgenturie du fait de ce mécanisme réflexe de besoin d'uriner. L'élément qui montre que ça, c'est tout à fait vrai, c'est que si on traite ces patientes avec un traitement par incontinence urinaire à l'effort, eh bien, on se rend compte qu'on va pouvoir les améliorer dans plus de 50% en mettant une bandelette. Donc, ce qui veut dire qu'on est quand même, qu'il y a effectivement ce mécanisme de béance du col qui intervient dans cette incontinence urinaire. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Donc, dans les mécanismes physiopathologiques dans l'incontinence urinaire à l'effort, donc il y a les lésions tissulaires de l'urètre, les fasciales, les ligaments, donc suspension et soutènement, la paroi vaginale, l'importance des muscles, de l'innervation, de la vascularisation. Il faut que tout cela fonctionne bien pour avoir une continence normale. Donc, vous voyez que c'est assez facile d'avoir une incontinence urinaire qui se développe sur une anomalie à ce niveau-là. D'où la prévalence, comme cela a été évoqué ce matin, et puis des anomalies fonctionnelles avec la mauvaise adaptation de la réponse musculaire à l'effort, et c'est là où on va pouvoir agir avec la rééducation, des défauts de cinétique d'activation là également, et puis la fatigabilité de la réponse musculaire. Et puis, juste pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur l'hyperactivité vésicale et l'incontinence urinaire par urgenturie, n'oublions pas qu'aujourd'hui, il faut définir plusieurs phénotypes pour proposer le traitement le plus adapté. Voilà, je vous remercie de votre attention.